Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers étudiants, depuis plusieurs siècles, l'Occident s'est imposé comme le centre de gravité du monde, structurant l'histoire par son avance scientifique, son expansion économique et militaire, et par l'affirmation d'un universalisme politique fondé sur les droits et la démocratie. Mais les temps évoluent, et cette position dominante tend aujourd'hui à être remise en question. L'érosion de la souveraineté des États, la recomposition des rapports de force géopolitiques, la montée de nouveaux régimes, le renouveau d'anciennes puissances et des fragilités économiques croissantes sont les signes d'un possible basculement. Plus encore, c'est l'idée même de l'hégémonie occidentale qui vacille, minée par des interrogations profondes sur ses propres valeurs et son rôle dans le monde. C'est pour éclairer ces dynamiques que l'ICES a l'honneur ce soir de recevoir M. Emmanuel Todd, historien, anthropologue, démographe et essayiste, dont les travaux ont été consacrés à décrypter les évolutions de nos sociétés. Cher monsieur, dès votre premier ouvrage, La chute finale, paru en 1976, vous anticipez la chute de l'Union soviétique en vous appuyant sur des données démographiques, preuve de votre capacité à détecter les transformations profondes. Par la suite, vous approfondissez votre analyse sur les structures familiales et leur influence sur les systèmes politiques. Dans L'invention de la France, ouvrage paru en 1981, ouvrage coécrit avec Hervé Lebras, où vous mettez en lumière la diversité culturelle et anthropologique de notre pays. Votre travail porte également sur les fractures économiques et sociales contemporaines. Dans Après l'Empire, paru en 2002, vous analysez le déclin de l'hégémonie américaine et la montée du monde multipolaire. Force est de reconnaître qu'une vingtaine d'années plus tard, nous sommes témoins de cette évolution. Enfin, votre dernier ouvrage, La défaite de l'Occident, le titre même de cette conférence, prolonge cette réflexion en examinant les nouvelles mutations géopolitiques et les crises qui ébranlent les démocraties occidentales. Votre ouverture d'esprit, votre exigence intellectuelle vous permettent de remettre en question les idées reçues que vous comprendrez bien en lisant la phrase de Peggy inscrite sur les murs de cet amphithéâtre. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Eh bien, évidemment, votre démarche trouve son écho particulier ici à l'ICES. Dans notre institut, nous partageons cette même exigence de réflexion et de remise en cause des évidences pour mieux comprendre le monde. Cher Monsieur Todd, ce soir, pour dialoguer avec vous, nous avons sollicité M. David Turtry, maître de conférence de l'ICES, directeur du Master en politique publique, directeur de l'Observatoire français des BRICS. M. Turtry a notamment rédigé, il y a peu, puisque c'était l'année dernière, l'ouvrage « Russie, le retour de la puissance », qui lui a valu, en 2024, le prix Albert Thibaudet, attribué par l'Académie des sciences morales et politiques. C'est pour nous, ICES, une fierté d'avoir de tels maîtres de conférences. Chers étudiants, avec de tels intervenants ce soir, vous l'aurez compris, en participant à cette conférence, vous allez continuer à développer cette ouverture intellectuelle et cet esprit critique qui sont essentiels pour qu'à votre tour, vous deveniez des acteurs éclairés du débat public et de la société de demain. Mais si l'analyse et la réflexion sont essentielles, elles doivent s'accompagner d'actions concrètes au sein de la société. C'est pourquoi l'ICES est fier de s'appuyer sur la richesse de ses 45 associations d'étudiantes, bien au-delà de l'animation de la vie culturelle de notre institut,
Des événements comme cette conférence, organisée ce soir par l'association Politea, offrent aux étudiants un véritable espace d'échange et d'engagement. En alliant l'héritage d'une pensée libre et critique à l'engagement dynamique des associations de l'ICES, notre ambition est de créer un espace où les idées se confrontent, car c'est bien dans la confrontation des perspectives que naît une réflexion vivante à la hauteur des enjeux de notre époque. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et laisse désormais la parole à Hugo Blacard, qui ce soir représente l'association Politea. Merci. Mesdames, Messieurs, chers invités, au nom de l'association Politea, c'est un plaisir d'être devant vous ce soir pour cette avant-dernière soirée du mois des conférences, avant la dernière échéance le 3 avril prochain pour la nuit de la géopolitique. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir Emmanuel Todd, qui a accepté de participer à un nouvel entretien avec David Tortry. Cette conférence s'inscrit dans la continuité du dernier échange qui avait eu lieu entre ces mêmes murs il y a maintenant 2 ans. Emmanuel Todd, vous vous êtes en effet rendu à l'ICES le 13 mars 2023 afin de débattre sur les ressorts de la guerre en Ukraine. Cette conférence avait été une franche réussite et vos regards sur le conflit avaient nourri bien des réflexions quant aux tenants et aboutissants du conflit. L'ICES a donc décidé de vous réinviter ce soir. Nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à cette invitation, d'autant plus que le début d'année 2024 a été marqué par la sortie de votre ouvrage « La défaite de l'Occident ». Ce livre est une analyse géopolitique, sociologique, mais aussi anthropologique de la situation actuelle de l'Occident dans les relations internationales. En vous appuyant sur vos travaux d'historien et de démographe, vous délivrez une thèse cohérente sur les mutations géopolitiques en cours. Dans le même temps, le livre de David Tortry, Russie, le retour de la puissance, auquel vous faites référence à plusieurs reprises dans La défaite de l'Occident, était réédité en poche dans un nouveau chapitre consacré donc à la guerre en Ukraine. Cette guerre, dont l'issue reste incertaine et dont les récents événements bousculent les équilibres géopolitiques, alors que les États-Unis se désengagent du continent européen et que celui-ci se réarme, le vieux continent semble donc entrer dans une nouvelle phase de son histoire, où les équilibres internationaux évoluent rapidement. Dans ce contexte, vos analyses, M. Todd et M. Tortry, sont nécessaires pour comprendre les dynamiques profondes qui sous-entendent ces mutations du conflit ukrainien. Ce soir, nous aurons l'occasion d'explorer avec vous ces transformations et d'approfondir les enjeux soulevés dans la défaite de l'Occident et Russie, le retour de la puissance. Nous reviendrons sur les tendances que vous avez identifiées, les perspectives qu'elles ouvrent et les implications qu'elles peuvent avoir pour l'avenir de nos sociétés. Je tiens à remercier chaleureusement Emmanuel Todd pour sa présence parmi nous, à remercier David Tortry de nous avoir fait confiance, ainsi qu'à l'administration de l'ICES qui a permis d'organiser cet événement. Enfin, merci à vous, cher public, d'être ici ce soir pour contribuer par vos réflexions et vos questions à cette discussion. Sans plus attendre, je vous laisse la parole, messieurs. Merci à tous. Merci, merci à vous et merci à l'ICES de nous donner la possibilité à Emmanuel Todd de nous faire part de ces réflexions un peu plus d'1 an, effectivement, après l'apparition de cet ouvrage, La défaite de l'Occident. Et je voudrais aussi remercier Politea à nouveau parce que c'est une association extrêmement active et qui nous donne de belles conférences sur le long cours, hein, puisque c'est un peu toute l'année que cette association permet ce genre de débat. Donc la défaite de l'Occident, on a d'ailleurs, le titre a été un peu complété. Hein, on parle de la défaite de l'Occident et après. Alors et après, la publication de cet ouvrage, 1 an après, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui a été confirmé? Qu'est-ce qui reste à confirmer? Qu'est-ce qui éventuellement a évolué de manière un peu différente? Et puis et après, parce qu'on voit bien à l'heure actuelle, au vu du positionnement des États-Unis d'Amérique, qu'il y a un après l'Occident, en tout cas l'Occident tel qu'on le connaissait depuis, on va dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec ces États-Unis d'Amérique qui
sont à la fois la puissance dominante, mais celles aussi qui assurent la cohésion de cet Occident, ou de cet Occident collectif, comme diraient les Russes. Et donc, mon première, sinon question, du moins proposition de réflexion, c'est sur bien tout simplement le phénomène Trump, dont on parle beaucoup, à savoir, est-ce que, d'une part, ce qui est perçu comme une rupture brutale, à la fois par rapport à l'administration Biden, mais plus largement par rapport aux dernières décennies de la politique américaine, est-ce que c'est véritablement une rupture qui est amenée à durer, et dans quelle mesure c'est véritablement une rupture? Et avec cette interrogation aussi, en rapport avec la Russie, au moins directement, indirectement, il y a un aspect idéologique à cette rupture et géopolitique. Dans quelle mesure le rapprochement, ou en tout cas la volonté de conciliation de Trump avec la Russie a une dimension idéologique dont on parle beaucoup? Est-ce que c'est du pragmatisme en réalité, et notamment une volonté eh bien, de se sortir de ce conflit sans trop de casse pour la puissance américaine, on va dire? Et par ailleurs, est-ce que finalement un éventuel pragmatisme, d'ailleurs très revendiqué par Trump, et une idéologie, on va dire une sorte d'internationale conservatrice, sont compatibles? Oui, c'est toutes les questions, hein. C'est quand même assez vaste. Alors, je voudrais peut-être commencer par un point méthodologique. En fait, quand j'ai écrit La défaite de l'Occident, vous allez voir, ça n'est pas de l'arrogance, hein, le contraire. Ça me paraissait facile. C'est-à-dire, j'étais dans ma chaumière bretonne, et au moment où tout le monde se gargarisait sur les succès de l'offensive à venir des Ukrainiens, moi j'écrivais que la défaite militaire de l'Occident était certaine. Ça ne me posait pas de problème. J'avais d'une part une analyse de ce que le cœur de mon livre était la décadence en profondeur du système industriel américain, incapable de produire des armes, trouvant ses racines profondes dans un déclin éducatif, ultimement dans l'effondrement du cadre moral religieux ou post-religieux des États-Unis. C'était pas difficile. En ce qui concerne la Russie, c'était pas difficile de voir qu'elle allait tenir et qu'elle était solide. D'une part parce que j'avais mes propres analyses sur le fond familial communautaire et ses traces en Russie, qui donnent une cohésion particulière à la Russie. J'avais mes indicateurs démographiques habituels, fétiches, taux de suicide, taux d'homicide, taux de mortalité infantile. Et puis, il faut le dire, j'avais le bouquin de David Tortrey. Donc, c'est pas que je l'ai un peu cité dans mon livre. Sans son bouquin, j'aurais pas pu écrire le mien. Il faut voir telles qu'elles sont. Vraiment, je suis très content de temps en temps de le rappeler, parce que c'est un fait. Mais ça m'amène à dire que de mon point de vue, le cas de la Russie n'était pas vraiment intéressant. Mais la défaite de l'Occident, pour moi, fastoche comme prédiction. Pour l'effondrement du système soviétique, j'avais dû attendre 15 ans quand même. Mais là, je suis arrivé au stade de la prédiction instantanée. Il y avait eu après l'Empire. Oui, après l'Empire, 20 ans, oui, c'est long. Mais maintenant, j'ai produit la version Nescafé de la prédiction instantanée. Voilà. Bon, ça, c'est pour me vanter, mais c'est plus le problème. Par contre, maintenant, alors dans cette phase, on avait tous ceux que j'appelle les crétins des plateaux télévisés qui déliraient. Ils ont eu un petit choc quand ils ont vu Trump apparaître avec Zelensky, mais ils continuent à délirer et à dire des choses très affirmatives sur le nouvel axe Washington-Moscou, sans prendre le temps. Moi, le premier truc que je tiens à faire maintenant, c'est de dire que vraiment, ce qui se passe n'est pas clair pour moi. C'est-à-dire il faut repasser en situation de doute méthodologique. Je dirais que autant prédire la défaite de l'Occident, c'était facile, vraiment, mais comprendre les formes de la défaite, ou je dirais les formes de ce que j'appellerais la dislocation de l'Occident, c'est très difficile.
Et justement, la première question, c'est la première difficulté, c'est est-ce que l'histoire Trump, c'est du solide ou pas du solide? Est-ce que c'est un véritable revirement de la politique américaine, ou est-ce que, en fait, n'ayant pas obtenu ce qu'ils voulaient des Russes, on va repartir dans la guerre? On ne le sait pas. Et on ne peut procéder qu'en faisant des scénarios alternatifs et en essayant d'évaluer des choses. Donc je pense que la discussion qu'on peut avoir n'est, comment dire, ne peut être que spéculative. Mais dans quel moyen, dans quelle mesure c'est une décision, c'est-à-dire que c'est une alternative devant les dirigeants américains, hein, on continue la guerre ou on tente de l'arrêter en sortant à peu près sans trop de pertes, et dans quelle mesure c'est lié au manque de moyens des États-Unis à l'heure actuelle? Oui, alors, non, quand même, je crois qu'on pourrait dire une chose qui est sûre et qui est un acquis du comportement de Trump. Et c'est d'ailleurs, je crois que c'est au stade actuel, c'est presque ce qui fait le plus mal aux systèmes d'information ou d'interprétation occidentaux, c'est que Trump a commencé à traiter Poutine comme un être humain et les Russes comme des êtres humains doués de raison, ce qui est totalement en contradiction avec ce qu'on entend depuis 3 ans. Depuis 3 ans, on nous rebat les oreilles d'un Poutine satanique et de Russes débiles. Et là, maintenant, on parle. Et je crois que le vrai choc, il est là. Et donc, quelque part, ça, c'est fondamental. C'est en soi une mutation idéologique, la dédiabolisation des Russes. Même si on n'arrive pas à se mettre d'accord, même si la guerre continue, on est revenu dans un univers qui, pour moi, est normal, de Russes considérés comme des êtres humains. Je dirais parce qu'on avait atteint le stade d'un quasi-racisme, en fait, dans les persécutions. Enfin, vraiment, c'était vraiment tout à fait. Donc ça, c'est donné. Il y a un autre point je dirais, de sincérité, qui permet de mesurer la sincérité de Trump dans ce revirement, c'est que, en fait, l'administration Trump, elle est agressive avec tout le monde. Il déteste tout le monde. Et donc, en un certain sens, on ne peut plus les décrire comme russophobes. Ils sont polyphobes. Et donc l'énergie que met un type comme J.D. Vance à insulter les Européens, l'énergie que met Trump à insulter tout le monde, nous garantit que la Russie n'occupe plus une part privilégiée dans leur système mental. Donc je ne sais pas si on doit considérer ça comme rassurant, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose comme d'authentique. Alors, mais certains considèrent qu'au contraire, que Trump est admiratif d'une forme de système Poutine. D'ailleurs, il affirme qu'il s'entend bien à la fois avec Poutine, Xi Jinping, et que par contre, son administration, effectivement, trouve tous les moyens d'humilier les Européens. Alors, l'émergence. Alors, il y a, comment dire, pour moi, il y a 2 surprises dans ce qui s'est passé. J'essaie de suivre ce que tu dis. Après ce que j'ai dit sur son livre, c'est évident qu'on se connaît et qu'on est copains. Hein. Donc simuler le vouvoiement serait quand même, je veux dire, grotesque. Donc pour moi, je vais revenir sur la question, mais il y a pour moi les 2 grandes surprises. C'est d'une part la violence du retournement de Trump, c'est-à-dire dans ses ouvertures à la Russie, qui fait supposer ce que tu dis, une affinité idéologique. Et puis, le bellicisme renouvelé des Européens, qui est quand même presque encore plus surprenant, puisque le continent ou la région qui a le plus souffert de cette guerre, je ne parle pas des Ukrainiens qui sont des martyrs dans cette histoire, qui ont été utilisés comme des mercenaires, comme des victimes. Enfin, c'est juste ce que nous, les Occidentaux, on leur a fait est affreux. Donc, mais je laisse de côté, sans que je pense que les nationalistes ukrainiens soient des gens très fréquentables. Je veux dire, ils ont leur part de responsabilité, mais ça, ce n'est pas le peuple ukrainien, car je ne crois pas, contrairement à ce qu'on dit, que l'Ukraine soit une démocratie. Enfin, il y a 14 partis politiques interdits. Enfin, comment dire,
c'est une plaisanterie. Mais Ukraine mise à part, le continent qui a pris le plus cher, si on peut dire, pour la guerre, c'est l'Europe. C'est-à-dire la Russie, elle a fait son adaptation. Je pense que les gens compétents, les communistes, ont l'air de considérer que ça a plutôt été une chance pour la Russie, malgré les difficultés. Ça leur a donné d'ailleurs le modèle économique et social, en gros, des 30 Glorieuses en France, c'est-à-dire un rôle directeur de l'État, le marché, un protectionnisme imposé de l'extérieur, et ça redonnait un axe de développement ou de redéveloppement tout à fait optimal, et de réindustrialisation certainement. Donc pour la Russie, c'est douloureux, il y a des morts, ça coûte, mais en termes de stabilité économique et sociale, je pense qu'on va s'apercevoir au final que ça aurait été une étape dans la normalisation de la société russe. Les Américains, ils ont livré des armes, ils ont montré qu'ils n'étaient plus capables d'en livrer assez. C'est pour ça qu'ils cèdent. Hein. Et ce dont on est sûr, et ça je le sais par un informateur très sûr que je ne nommerai pas, ils ont compris qu'ils avaient perdu la guerre, les Américains. C'est-à-dire que J.D. Vance, et ils considèrent qu'ils n'ont aucun moyen de pression sur les Russes. Et quand on cherche à interpréter l'attitude américaine de façon rationnelle, c'est la seule façon d'obtenir quelque chose des Russes, ça n'est pas militaire, c'est de les proposer de les réintégrer à la sphère économique occidentale. C'est la levée des sanctions et c'est la réintégration, je dirais, la coopération. Mais de ça, on ne peut pas, à partir de ça, on ne peut pas tirer la certitude que les Américains sont complètement résignés. Le cas des Européens qui n'ont pas du tout les moyens de faire la guerre au stade actuel et qui, l'ayant perdu, alliés aux Américains, pensent qu'ils peuvent faire mieux sans les Américains. Il est clair qu'on est confronté à un phénomène de pathologie sociale, de pathologie intellectuelle. Donc il y a ce problème de dissociation d'une Amérique qui semble avoir accepté l'idée qu'elle avait perdu la guerre économique, et d'une Europe qui n'accepte pas. En fait, pour moi, les deux surprises sont là. Et honnêtement, je ne vais pas trancher ce soir. Je veux dire, je trouve que c'est vraiment le moment d'être prudent. L'idée, je suis a priori assez réticent devant l'idée de ce que Trump et Poutine, c'est la même chose. L'idée qu'on va... Le concept de dislocation paraît utile. Donc là, l'Occident, qui était un système global, contrôlé par les Américains, est allé se briser sur le mur russe, en même temps qu'il s'évidait en son centre. C'est ça le bon modèle. Donc ensuite, l'Occident est vaincu et l'Occident se disloque. Et le concept de dislocation est pour moi, je dirais, fondamental. Mais je le répète, la forme de la dislocation est très obscure. Et ce qu'on pressent partout, quand même, ce qui fait penser à cette communauté de valeurs entre Trump et Poutine, c'est quelque chose qui est... Puis on peut aussi parler de la communauté de valeurs entre les Trumpiens ou les Trumpistes et les populismes d'Europe occidentale. Hein, donc on a Musk qui va faire son numéro au congrès de l'AfD. Il y a J.D. Vance qui va à Munich pour expliquer aux Européens qui ne savent plus ce que c'est que la démocratie et qui dénonce l'exclusion de certains candidats de Roumanie, critique tout à fait valable d'ailleurs, puisque l'Europe est quand même un continent qui est
en train d'abandonner les principes de la démocratie libérale sans même s'en rendre compte. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui travaille tout le monde, et on pourrait dire peut-être ça rentre en phase avec le régime russe, qui, me semble-t-il, si on pensait en termes marxistes d'équilibre de classe, représenterait une sorte d'étatisme populiste. Hein, enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a une volonté consciente du régime russe de tenir compte des intérêts populaires, même si les inégalités économiques sont aussi fortes en fait en Russie, je dirais, qu'aux États-Unis. Mais si on fait l'hypothèse d'un basculement universel dans un populisme recentré sur les nations, ce à quoi on arrive, c'est un modèle de fragmentation généralisée où chaque peuple redevient ce qu'il était et où il continue de ne pas se ressembler. Et par exemple, pour moi, quand on dit la première chose, je suis désolé, je ne donne pas une pensée cohérente, je donne des éléments de réflexion. Mais le premier truc qui me vient à l'esprit, quand on dit que le trumpisme et le poutinisme se rapprochent, bon, ils se rapprochent sur des concepts très simples, ça c'est vrai, du genre, Trump est d'accord avec Poutine pour penser qu'il n'y a que deux sexes, les hommes et les femmes. Hein? Bon, on peut dire que c'est un point fort dans un contexte occidental, dans un monde occidental qui cherchait à dépasser cette notion trop simple. Mais en vérité, c'est un retour à une conception tenue par l'humanité depuis les origines. Et donc la planète entière peut être d'accord, peut tomber d'accord sur le fait qu'il n'y a que deux sexes. Donc en fait, c'est juste un retour au réel. Donc ce n'est pas un vrai trait commun. Je veux dire, c'est une croyance qui serait partagée par les aborigènes australiens. On ne parle pas d'un axe Trumpo-aborigène australien. Je ne sais pas comment dire. Vous voyez, c'est pas un truc. Mais si on revient aux choses sérieuses, on peut voir que le modèle social américain et le modèle social russe restent, malgré ça, ou resteront totalement opposés. Je veux dire, le trumpisme est anti-État, veut la destruction de l'État. La Russie est revenue à l'idée d'un rôle directeur de l'État. Et je dirais que le truc le plus évident, c'est que des types, les gens qui sont maintenant décrits comme des oligarques aux États-Unis, Musk, Thiel ou tous les autres, en Russie, ils seraient rentrés dans la ligne, mis au trou ou pire. Vous voyez ? Donc je veux dire, je vois pas le rapport entre les deux systèmes. Alors, je voudrais revenir là-dessus parce que, effectivement, souvent, on perçoit la Russie comme un pays un peu à la périphérie du monde européen puis occidental et qui a toujours un peu un coup de retard. Mais le système oligarchique américain et la prise du pouvoir par l'oligarchie aux États-Unis, incarnée par Musk et l'entourage de Trump, et Trump lui-même, d'une certaine façon, est-ce que ça ne rappelle pas un peu la Russie des années 90 ? Et en même temps, avec une sorte de mix gorbatchevien, je dirais. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de perestroïka et de glasnost américaine ? Pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, si on se rappelle l'arrivée de Gorbatchev, on avait la gérontocratie soviétique. Donc, la gérontocratie, on l'a eu américaine avec Biden. C'était le summum de la gérontocratie. Et puis, on avait un Trump État... Trump n'est pas un gamin, quand même. Il n'est pas un gamin, mais il est entouré de plutôt de jeunes. Et il est plutôt fringant. Et par ailleurs, on avait un État, l'Union soviétique, qui est croulé sous les dépenses militaires, qui avait trop investi et qui était une sorte d'empire hyper, en fait, qui est excentré, qui avait été trop loin dans cet investissement. C'est le cas des États-Unis à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, il y a Trump lui-même est dans l'idée qu'il faudrait, en tout cas, il a avancé l'idée de baisser les dépenses militaires. C'est intéressant d'ailleurs qu'il parle aussi de réduire les armements stratégiques, ce qui était aussi un des éléments de la période gorbatchevienne. Et donc on peut se poser aussi la question, et il est aussi dans une revendication de glasnost, c'est-à-dire de transparence à sa façon. Il va ouvrir le dossier Kennedy, il va ouvrir le dossier USAID. L'USAID, on montrait, regardez toutes nos turpitudes. Et donc, est-ce que finalement, on n'est pas avec Trump et son équipe dans une administration qui essaye de réformer le système américain, mais qui, comme dans le cas de la perestroïka
soviétiques arrivent peut-être un peu trop tard. Ah, oui, absolument, mais ils vont ailleurs. C'est-à-dire que la Russie pouvait se refonder sur la base de traditions communautaires ou d'un rapport à l'État spécifique, en fait, qui a donné ce système d'économie mixte. En fait, les États-Unis, le fond culturel, anthropologique n'est pas le même. Donc, toutes ces mesures prises dans tous les sens vont mener ailleurs. Et moi, personnellement, si j'étais dans un jeu télévisé, pour une carte, je dirais, la politique économique et sociale de Trump va-t-elle réussir? Je dirais non. Je dirais non, pour toutes sortes de raisons. Parce que le virage protectionniste, par exemple, que sur un plan théorique, j'approuverais, moi. Ça fait des années que je dis qu'on ne peut pas s'en sortir sans protectionnisme. Le protectionnisme, pour en faire, il faut avoir la main-d'œuvre qualifiée qui permet de tirer parti des protections commerciales. Mais si vous arrivez à des niveaux si faibles de production d'ingénieurs et de techniciens et d'ouvriers qualifiés, vous n'avez pas aux États-Unis la main-d'œuvre qui permettrait de profiter des mesures protectionnistes. Donc si vous mettez des barrières tarifaires, vous allez obtenir des pénuries ou des hausses de prix ou rien. Hein. De même, la destruction de l'État. Alors il faut regarder, c'est compliqué, parce que les mesures de Trump, c'est des mélanges de choses de bon sens et de choses folles. Hein. Par exemple, c'est vrai que dans les activités de USAID, il y avait beaucoup de soutien à des coups d'État extérieurs. Par contre, défoncer le CDC, le Centers for Disease Control, c'est quand même pas un bon concept. Hein. Je veux dire, les forcer à publier sur les incendies de Los Angeles quand il y a des problèmes de grippe aviaire et qu'on n'a plus d'œufs de poulet, c'est vraiment de l'anti-science. Hein. Même chose quand on dit, on voit partout on reproche partout à Trump de lutter contre la science. Mais il faut rentrer dans le détail. Ça fait certainement du mal à la vraie science, mais honnêtement, la liquidation des études de genre, c'est pas la liquidation de la science. Je veux dire, faut être raisonnable. Hein. C'est des économies. C'est des économies et une clarification des esprits. Donc, et tout le Trumpisme est un mélange de choses raisonnables et folles. Mais moi, ce qui m'apparaît dans le Trumpisme, c'est un mélange d'instinct réaliste, c'est-à-dire sur l'idée que c'est pas une bonne idée de plus avoir d'industrie. C'est plus une bonne idée de laisser son industrie se faire détruire par les Chinois et par les Européens. Voilà. C'est ce que je pense sur les questions culturelles, ça. Et puis de réflexes, c'est des réflexes, des bons réflexes qui aboutissent à des politiques qui ne sont pas du tout pensées et réfléchies. Côté court-termisme, qui est une caricature de ce qu'on reproche aux États-Unis. Allez, on fout des barrières tarifaires partout sans savoir dans la tête un schéma général des inputs, des outputs, de ce qui va coûter, bénéficier ou non à l'industrie américaine, qui ne veut pas voir que... Et surtout que si l'entrée dans le protectionnisme est nécessaire, c'est un protectionnisme qui doit être intelligent et puis qui surtout peut être coopératif. Je veux dire, il n'y a pas de raison technique pour que le passage à un recentrage national des économies ne soit pas fait en bonne intelligence avec les partenaires et avec tout le monde. Ce n'est pas du tout une nécessité d'insulter les Européens pour dire qu'on veut reconstruire l'industrie américaine. Et puis il y a surtout une chose qui me fait penser qu'ils n'ont rien compris fondamentalement, c'est que le véritable concurrent je dis dans le bouquin d'ailleurs, je crois, le véritable concurrent de l'industrie américaine, ça n'est pas vraiment les industries extérieures, c'est la production de dollars. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle les Américains n'ont pas les ingénieurs et les gens qualifiés qu'il faut dans les sciences. C'est parce que si on veut faire du fric après ses études, il faut devenir avocat, financier, etc. Et que 7% seulement des étudiants américains font des études d'ingénieur, là où en Russie, ça sera de l'ordre de 25%. Donc, et ça, Trump, il ne l'a pas compris. Et on l'a vu pendant le congrès des BRICS à Kazan.
C'est-à-dire qu'il a commencé, et ils en parlent tout le temps, leur souci, c'est de maintenir la suprématie du dollar, de menacer de sanctions les pays qui n'utiliseraient plus le dollar. Mais ça, c'est bien la preuve qu'ils n'ont rien compris. Et que le problème fondamental des États-Unis, et c'est pour ça que le parallèle, tous les autres parallèles ne vont pas, c'est que les États-Unis ne sont plus une nation. C'est un système impérial qui vit au crochet du monde, et que si perdre la guerre d'Ukraine, c'est perdre sa prise sur le monde et sa capacité à ponctionner le monde pour vivre, on peut réajuster, mais avec une chute de 10, 20, 30, 40, 50% du revenu des Américains. Donc, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas... je crois qu'ils ont pas... Et puis, de façon générale, ça c'est un truc que je voudrais dire avant d'oublier, la raison pour laquelle je n'arrive pas à trancher la question sur l'histoire, finalement, est-ce que c'est vrai la volonté d'entente avec la Russie, ou est-ce que c'est pas vrai? En fait, j'ai l'impression que sans cesse l'administration de Trump, ils ont une sorte d'hésitation. Ils sont agressifs, ils veulent la guerre, mais on sent qu'ils voudraient passer de la guerre internationale à la guerre civile. Je veux dire, ils consacrent énormément d'énergie à taper sur des gens à l'intérieur du système américain. On sent que leur pulsion de base est vers la guerre civile. C'est quand même plus sympa. Hein, c'est dans leurs moyens, en plus. Ça ne pose pas des problèmes d'équipement militaire. Ils sont bien équipés. Voilà, c'est ça, ils ont tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'est est-ce que la situation mondiale des États-Unis et la dépendance des États-Unis au monde extérieur va les laisser réaliser leurs rêves, la guerre civile? Puisque quand même, ils peuvent être maintenus tout d'un coup d'un principe de réalité. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire si Poutine, ou si, quand ils auront compris que les Russes veulent atteindre leurs objectifs, et puis c'est tout, et qu'il n'y a pas de négociation possible. Donc je ne peux pas répondre, moi. Si on revient sur cet aspect et qu'on part du principe que potentiellement, il y a une partie de l'administration américaine qui est véritablement favorable à une entente, sinon un rapprochement, une entente avec la Russie sur des bases à minima. Et Trump a affirmé à plusieurs reprises que l'une de ses idées, c'est de détacher la Russie de la Chine, ou en tout cas de ne pas permettre un rapprochement trop approfondi des deux puissances. Est-ce que c'est une première considération qui pourrait expliquer de manière rationnelle l'attitude de Trump et de son entourage vis-à-vis de la Russie, et donc on sacrifierait en quelque sorte le pion ukrainien pour des objectifs plus larges à l'échelle mondiale et prioritaires pour les États-Unis que sont la confrontation avec la Chine. Et ça, bon, on peut l'entendre, y compris en Europe, je dirais, même si les Européens n'apprécient pas. Mais est-ce que derrière, on pourrait avoir potentiellement aussi, au vu de l'attitude de cette administration envers les Européens, les élites européennes, au vu aussi de quelque chose qui m'a frappé au tout début de son arrivée au pouvoir, Trump a tweeté, je crois, en tout cas envoyé un message à la Russie en disant finalement on est fait pour s'entendre parce que tous les deux on a gagné ensemble la Seconde Guerre mondiale face aux Allemands. Et est-ce que finalement Trump ne se rapproche pas aussi, ou ne tente pas de se rapprocher aussi de la Russie pour faire la peau aux Allemands, si je puis dire? Oui, tout est concevable. C'est-à-dire qu'il y a des lambeaux de justification rationnelle dans tout ce que font les enfants. J'en ai 4, mais les Américains ne font pas partie de mes enfants. Et donc encore que c'est un lapsus fantastique. Et donc j'ai avoué ce que je pensais des les enfants de l'Europe. Voilà. Donc, les mauvais garçons de l'Europe. Par exemple, l'histoire de détacher la Chine, oui, pourquoi pas. On peut penser ça, mais moi, je pense que le plus sûr, c'est d'essayer de toutes ces. Et puis casser l'Allemagne, oui, c'était d'ailleurs l'un des buts de guerre du début, et c'est un problème qui reste là. Mais moi c'est toujours pareil. En fait, ça paraît bizarre parce que les seules choses qu'on peut analyser avec certitude, c'est les attitudes russes pour moi. Ce qui est paradoxal, puisque je connais très mal la Russie.
Je ne parle pas un mot de russe. Et pas un mot, ça serait déjà beaucoup. Donc, et pourtant, pour moi, c'est simple. Donc, si je peux me permettre, je dirais, quel est le problème des Russes dans ces négociations de paix? Le problème des Russes, c'est que, bon, alors pour les Européens, les Russes ont intégré le fait qu'ils n'existaient plus en tant qu'agents autonomes. Ils les méprisent, et avec justesse. Je veux dire, le mépris que les Russes ont de nous me paraît totalement mérité. Hein, vraiment, voilà. Et donc, mais leur problème, s'ils veulent négocier avec les Américains, c'est que les Américains ne sont juste pas fiables. Les Américains, c'est l'Amérique, c'est le pays qui, quand elle change de président, pense qu'elle peut changer de politique extérieure, déchirer un traité. Les traités sur le climat, hop, non, celui qui a fait le précédent, c'est pas bien, hop, déchiré. Le traité sur nucléaire avec l'Iran, là c'était Trump, non, bon, Obama, non, ça vaut rien, on déchire. Donc en fait, on ne peut pas. En fait, ce qui rend la négociation difficile, c'est que les Américains ont en quelque sorte un principe de non-fiabilité dans la politique. Et je dirais qu'à la limite, probablement, ce que fait Trump doit apparaître sympa au Kremlin, mais dans la durée, ça aggrave plutôt la méfiance. Puisque quand même, le comportement de Trump, avant, on changeait de politique de président à président. Mais là, on a l'impression qu'on pourrait changer à l'intérieur de Trump président en termes d'orientation. Donc en fait, là, pour les Russes, c'est comment arriver à bout de cette guerre avec quelque chose qui remplisse les objectifs de sécurité. Et que faire? Alors, moi j'ai ma réponse personnelle sur ces questions, dont on avait parlé au bistrot tout à l'heure. Je crois, je veux dire, nous sommes des Français, donc nous sommes maîtres du monde au bistrot. Il n'y a pas de problème. Et en fait, la chose fondamentale qu'on a constatée pendant cette guerre, où les Russes sont allés au-delà du Donbass et vont sans doute, d'une façon ou d'une autre, aller jusqu'au Dniepr, c'est que la flotte russe de mer Noire à Sébastopol était en insécurité tant que Odessa et son oblast étaient ukrainiens. Ça aurait été la contribution, ou l'une des contributions des Britanniques à rendre la paix plus difficile, c'est collaborer avec les Ukrainiens dans la fabrication de drones navals pour taper sur Sébastopol, etc. Donc en fait, si les Russes veulent une paix durable, tranquille, être en sécurité, sachant que les traités ne valent rien, ils doivent contrôler Odessa. Et donc en principe, la guerre, enfin, de mon point de vue, logiquement, à moins que la Russie soit fatiguée pour des raisons qui m'échappent complètement, et ça serait tout à fait normal que plein de trucs m'échappent. Ben voilà. Donc, moi, je peux donner un indicateur de la sincérité de Trump. Si Trump veut vraiment la paix, il donnera sans combattre Odessa aux Russes. Et si Trump arrive en disant, Odessa a été fondée par les Russes, Catherine II, non, c'est ça? Eh oui, que Odessa revienne. Moi, je suis Trump tout puissant. Je donne Odessa aux Russes en même temps que je transforme Gaza en station balnéaire. Hein? Voilà. On pourrait parler de l'activité côtière et balnéaire de Trump dans ce cas-là. Et dans ce cas, ça me fait mal au cœur de faire des plaisanteries sur des sujets comme ça. Je vous prie de m'excuser quand même. Et donc, on se laisse entraîner, c'est pas bien. Et donc là, on aura un signe. Donc si Trump disait, Odessa, etc., là, je sais, on aura la paix. Mais on est très loin de ça. On est très loin de ça. On est très loin de ça. Et Vladimir Poutine récemment disait que les sanctions seraient peut-être levées partiellement par les Occidentaux devant les entrepreneurs russes. Mais il disait, vous savez, ils trouveront d'autres moyens de nous sanctionner ou de nous empêcher dans notre développement. Donc ne croyez pas
que tout va aller bien dans les prochaines années. Donc, ce que tu dis sur la méfiance des élites russes vis-à-vis de Trump et des élites américaines, elle est tout à fait confirmée. Ils ne se font aucune illusion sur cet aspect-là. Mais dans l'autre sens, peut-être qu'ils comptent justement sur cette versalité américaine, hein, puisque quand on voit l'Afghanistan et d'autres dossiers, ils sont aussi capables de retirer leurs pions du jour au lendemain. Et c'est peut-être là-dessus, et a priori, c'est ça que joue Poutine. On va pas le prendre, Trump, directement de front. On essaye de le caresser dans le sens du poil. Et puis, à un moment, il va finir par passer à autre chose. Oui. Alors, Trump, ou tous les Américains, ou les élites américaines, peuvent se dire, l'un des principes de géopolitique américain, c'est nous sommes une île-continent ou un continent-île, nous ne risquons rien, donc nous pouvons, décennie après décennie, engager et perdre toutes les guerres qu'on veut, c'est pas grave. Donc on perd la guerre du Vietnam, on se retire d'Afghanistan, d'Irak, on n'en finit pas de se ridiculiser, et ça continue. Et effectivement, là, ce que tu évoques, c'est ce modèle-là. Mais le problème, c'est que le paradoxe de cet affrontement, qui a bien été un affrontement entre la Russie et les États-Unis. Moi, j'étais très impressionné quand j'ai vu, c'était le fin février 2022, quand j'ai vu Poutine apparaître. Pour moi, il défiait l'Amérique. Il défiait l'OTAN, l'Amérique, il jetait le gant, quoi. C'était vraiment... c'est une guerre où les Américains n'ont pas combattu sur le terrain, mais dans lequel ils sont allés à un choc frontal massif économique, et puis avec leurs serviteurs européens ou ukrainiens, ils ont été, je dirais, au contact et ils ont affronté la Russie. Et la Russie, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Irak, c'est pas le Vietnam. Donc là, en fait, ils sont en train de subir leur première vraie défaite mondiale. C'est complètement nouveau, même s'ils n'ont pas engagé de troupes. C'est très particulier. Et puis les Russes ont été meilleurs sur certaines technologies. Ils ont fait face à toutes les sanctions. Et donc, en fait, c'est la première vraie défaite militaire des États-Unis en ce moment, sans combattre, ce qui est bien dans leur manière d'ailleurs. Et si ce à quoi amène cette défaite, c'est à la fin de la suprématie du dollar, à la fin de la capacité des Américains à se nourrir sans travailler, enfin sans activité réellement productive, et avec devant soi cette chute de niveau de vie, c'est tout autre chose que la guerre d'Irak ou l'Afghanistan. Alors, on a un espoir quand même, c'est qu'ils ne comprennent pas ça. Parce que l'un des éléments structurels aussi de la situation, c'est le très petit niveau intellectuel des géopoliticiens américains. Bon, les Européens, n'en parlons même pas. Le niveau intellectuel des Russes, corrige-moi si je me trompe, est quand même très supérieur. Et moi, quand je lis les textes en français ou en anglais, plus souvent, quand je lis les textes russes, on sent une douleur de devoir négocier avec des imbéciles. Je veux dire, on sent... Ça va avec le principe de non-fiabilité. Parce que quand même, les gens intelligents sont plus fiables. Donc, le niveau de conscience, de perception... Donc, par exemple, il y a certainement des Américains qui pensent... oui, on va faire des resets aux Russes, et puis ils vont se détacher des Chinois, parce que l'intérêt... Oui, c'est vrai. On peut penser que la Chine, la Russie, etc. Mais en fait, c'est une preuve d'inintelligence absolue, avec cette marque spéciale de l'inintelligence, qui est de prendre l'adversaire pour un débile, de prendre les Russes pour des cons. Une bonne part de la stratégie occidentale est fondée sur l'idée que les Russes sont des débiles, alors que c'est juste l'inverse, c'est eux les débiles. Mais le principe de la politique extérieure russe, c'est le contraire de la politique extérieure américaine, c'est le principe de fiabilité. Quand on entre en alliance avec la Russie, c'est le contrat de confiance d'Arty, à l'époque où le contrat de confiance d'Arty était fiable. Donc, évidemment que les Russes qui ont gagné la guerre, appuyés sur les Chinois, avec la complaisance des Indiens et avec un pacte stratégique avec l'Iran,
évidemment qu'ils ne vont pas foutre en l'air ce système d'alliance qui les a mis en sécurité. Donc il y a des phénomènes de rigidité structurelle très forts. Alors, je voudrais revenir sur l'attitude des Européens, et notamment une forme de bellicisme des élites européennes, et en prenant un exemple très récent, puisque la Commission européenne souhaitait un financement de l'effort de guerre ukrainien en 2025 à hauteur de 40 milliards d'euros. Donc c'était ce qui a été annoncé là, ces jours derniers. Et puis, on a eu les négociations avec les États membres, parce que c'est quand même finalement dans nos poches qu'il faut aller chercher ces 40 milliards. Et le chiffre qui vient de tomber, enfin, qui est tombé aujourd'hui, on est arrivé à 5 milliards. Alors donc déjà, les ambitions étaient ramenées à la portion congrue. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les couloirs de la Commission, il a été dit, vous savez, il y a des États qui ne sont pas très partants parce qu'ils ne se sentent pas tellement concernés par ce conflit. Et les États, il y a eu 4 États qui ont été cités. Alors on s'attendait à la Hongrie, la Slovaquie. Eh bien non, c'était l'Espagne, l'Italie, la France, et le 4e, je ne l'ai plus en tête, et le Portugal. Donc, voilà, une sorte de ligue latine. Mais ce qui est intéressant, c'est alors l'Espagne, le Portugal, l'Italie de Meloni, qui, bon, ça, c'est pas très étonnant, mais la France de notre généralissime Emmanuel Macron, qui nous annonce que les Russes sont déjà là parmi nous, et que la menace est parmi nous, qui va nous envoyer prochainement un livret de survie en cas d'attaque de tout type. Il est pire que moi, en fait. Il y a quand même là une dissonance cognitive, comme on dit, quand même assez impressionnante. Et donc, comment expliquer ce bellicisme apparent, et par ailleurs, comment expliquer que, au-delà effectivement des annonces plus ou moins sérieuses, il y a apparemment une vraie volonté, par contre, dans les mois et les années qui viennent, d'investir dans l'industrie militaire. Donc il y a une forme de volonté de relancer l'industrie militaire. Est-ce qu'on pourrait aussi y voir une sorte de poutinisme de nos élites? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a dit de l'économie russe? On nous a dit qu'elle a été tirée par les dépenses militaires. Alors moi j'ai parlé de keynésianisme militaire, au sens où il y a une relance de l'économie, mais pas seulement par l'industrie, mais aussi par des formes de dépenses sociales indirectes. Parce que finalement, ceux qui gagnent de l'argent à l'heure actuelle en Russie, c'est ceux qui vont les servir en tant que soldats, et ce sont les couches populaires. Et donc il y a de l'argent qui arrive dans des territoires et des parties de la population russe qui n'avaient pas accès à ces liquidités, et qui donc poussent l'économie vers le haut. Donc est-ce que finalement nos élites ne se sont pas converties à une forme de keynésianisme militaire d'un côté? Donc ça, c'est le premier élément. Et comment interpréter l'attitude de Macron et des élites françaises? Est-ce que c'est pour cacher la situation particulièrement difficile, l'état de la France? Est-ce qu'il y a d'autres raisons de ce qu'on nous annonce, par exemple, d'autonomie stratégique? Enfin, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ce qui se cache derrière Macron, c'est fondamentalement, ou dans Macron, c'est fondamentalement un grand vide. C'est ce qui est le plus difficile à analyser. C'est difficile à saisir, quand même. C'est assez, oui, insaisissable. Et puis c'est surtout, dans le cas de la France, être un homme politique, ça n'est pas s'intéresser au monde ou aux équilibres géostratégiques. Être un politique en France, c'est mener des campagnes électorales, faire des discours pour animer une comédie qui justifie des élections. Puisque comme la France est un pays qui a perdu sa souveraineté, qui n'a pas de souveraineté monétaire, qui n'a pas de souveraineté commerciale, et où on ne peut pas gouverner, être un politique, c'est créer une illusion de réalité, ou c'est sortir de la réalité. Donc c'est des gens dont le métier est de sortir de la réalité. Et quand ils arrivent sur la scène internationale, ils sortent de la réalité. Donc pour les Français, non, je suis complètement sérieux. Donc en fait, c'est des gens qui ne sont pas formés, et puis qui pensent que agir, c'est parler.
Et donc, en fait, Macron ne fait rien d'autre sur la scène internationale que ce qu'il fait en France. On voit à quoi ça a mené en France. L'Assemblée nationale qu'on a et un système politique explosé, implosé, où on ne peut plus prendre de décision. C'est pas grave qu'on prenne plus de décision puisqu'on n'a plus la souveraineté. Donc il se passe rien en fait. C'est comme d'habitude. C'est vraiment. Mais on comprend très bien que là, on pourrait parler de. Je reprendrai l'expression d'un économiste anglais qui avait travaillé sur la Russie. C'est très ancien. C'était à l'époque. C'est antérieur à 1976 puisque je l'avais utilisé dans mon bouquin sur la décomposition du système soviétique. Peter Wiles, qui avait le concept de stupidité structurellement induite. Et donc, dans le cas des élites françaises, on a un phénomène classique de stupidité structurellement induite. Alors, au-delà de ça, c'est toujours pareil. C'est qu'en France, on parle d'Europe. On parle d'Europe, et on parle de coûts des dépenses militaires, on donne des chiffres en euros, etc. Mais l'un des trucs qu'on a appris de la guerre, c'est qu'on ne faisait pas la guerre avec des dollars, avec des euros, mais avec du matériel militaire fabriqué par des systèmes industriels. Donc en fait, si on parle d'un investissement de l'Europe dans la guerre, ça ne veut rien dire. Par contre, on peut voir quels sont les pays qui ont une industrie qui pourrait faire une conversion militaire. Il y en a un, c'est l'Allemagne. Donc il faut bien voir que c'est là qu'on voit le caractère absolument dangereux de Macron. C'est qu'en fait, si on parle de réarmement européen, ça sera un réarmement de l'Allemagne. Et un potentiel. Et donc, si on revient l'offensive russe, la réaction américaine, polonaise, etc., avait explosé le concept européen et la zone euro en termes de pouvoir. Donc là, le retrait américain peut nous faire imaginer qu'on va revenir vers une Europe avec des aspirations fédérales, hein, plus prenons des décisions, voilà, mais en fait, qui reviendra à ce qu'était devenue l'Europe entre la crise financière de 2007 et 2008, etc., une Europe dominée par l'Allemagne. Et donc, ce que nous proposent en pratique ces politiques français, c'est une réémergence de l'Allemagne puissance. Donc, c'est extraordinaire quand on y pense. Je ne voudrais pas avoir l'air d'être un héritier de Jacques Bainville sur les conséquences économiques de la paix, mais il y a une réalité des populations et de la géographie qui est inerte, etc. Et personnellement, quelle que soit ma bienveillance traditionnelle à l'égard de l'Allemagne, très connue, est-ce que vraiment, donc on a là le président Macron qui nous parle d'une menace existentielle russe, etc., et dont le projet va amener à l'existence d'une Allemagne surarmée à notre frontière. Et surtout, il s'agite aussi sur l'arme nucléaire. Et je vois que John Mearsheimer, dans une interview au Spiegel, version internationale, qu'on peut trouver en anglais, le premier qui avait osé, bien avant tout le monde, à dire que les Russes n'allaient pas se laisser faire et que chaque difficulté dans la guerre les ferait hausser la mise et qu'ils gagneraient à la fin. Donc Mearsheimer, nous, on peut se vanter d'avoir été lucide, mais à côté de Mearsheimer, qui est parti en tête en premier, petit jeu. Hein. je veux dire, moi, Mearsheimer, je le cite aussi au début du livre, comme ça. Et le premier, il dit, tous ces débats sur l'arme nucléaire pour les Européens, je veux dire, les gens doivent se poser la question d'un éventuel réarmement nucléaire d'armement nucléaire de l'Allemagne. Donc ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? L'arme nucléaire, c'est la paix, comme chacun sait. Si tout le monde l'a, hein, et des peuples calmes, civilisés, comme sont tous les Européens, nous le savons. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que personne, apparemment, à ma connaissance, n'ait réfléchi aux implications de ces histoires de réarmement. Et que les gens s'obstinent à penser une sorte de réarmement abstrait qui serait des imputations sur des lignes budgétaires de billets de valeur monétaire et qui ne s'incarnerait pas dans des déplacements de puissance supplémentaires entre nations européennes. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'étais arrivé à des réflexions similaires. Et ce qui est intéressant, c'est que les Européens, les Français, les Européens ont tellement intégré l'idée que la construction européenne nous aurait
en fait projeté dans la fin de l'histoire de Fukuyama, que l'idée d'une nouvelle compétition, voire confrontation des puissances européennes entre elles, est complètement sortie du champ. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que l'histoire continue. Et il n'y a absolument dit nulle part que demain ou après-demain, il n'y ait pas des réémergences de conflits en Europe. Et les armes qui sont aujourd'hui produites, soi-disant pour faire face à la Russie, pourraient être utilisées demain pour d'autres visées. Et d'ailleurs, j'en prends l'exemple soviétique. L'Union soviétique s'était surarmée de tous les côtés. Et à quoi ont servi les armes soviétiques, in fine, qui étaient tournées contre nous? Elles ont servi un conflit entre les Arméniens et les Azéris, ex-soviétiques, et désormais entre les Russes et les Ukrainiens. Et qui aurait dit, même il y a encore 20 ans, tous les sondages, par exemple en Ukraine, en Russie, disaient la guerre entre nous, c'est impossible. C'est pas possible, on ne peut pas se taper dessus. Donc l'idée qu'on se réarme contre la Russie aujourd'hui, qu'il est une évidence que on n'aura pas de confrontation européenne parce qu'on a fait la paix depuis 70 ans, effectivement, je pense qu'elle est très dangereuse. Et que, en ce sens, les débats sur l'arme nucléaire, est-ce qu'on la partage, est-ce qu'on la positionne, etc., ils le sont aussi. D'ailleurs, ça a été critiqué, y compris à l'échelle internationale, puisque c'est une forme au moins théorique de prolifération. Enfin, il y a derrière une potentielle prolifération. Les Polonais ont quand même dit, si les Français basent des armes nucléaires chez nous, on veut pouvoir appuyer sur le bouton nous-mêmes. Donc ça va quand même très très loin, alors que la France aurait nettement plus intérêt à proposer plutôt une zone dénucléarisée au centre de l'Europe. Un concept qui existe tout à fait. Par exemple, en Asie centrale, aux frontières de la Russie, les républiques d'Asie centrale ont signé un traité qui implique qu'il n'y a pas d'armes nucléaires en Asie centrale, aux frontières de la Russie. Donc on pourrait tout à fait avoir un traité en Europe centrale au sens large qui exclut les armes nucléaires. Or là, on est parti dans l'autre sens, en disant il faut les partager, les mettre partout pour faire face à la menace russe. Et le risque, c'est ce que tu évoques, c'est que certains, les Allemands, pourquoi pas demain les Polonais, se dotent ou souhaitent se doter d'armes nucléaires en dehors du fait qu'au-delà de l'arme nucléaire, on risque d'assister à un réarmement de l'Allemagne, y compris parce qu'elle en a les moyens et que nous n'avons pas les moyens. L'Allemagne, elle a 60 et quelques pourcents de dette sur son PIB. Nous, on est à 110%. Donc on n'a pas en plus les moyens de relancer de notre côté. Je voudrais passer à un autre élément qui... je voudrais juste faire une remarque sur ce que tu as dit, parce que je trouve ça très intéressant. C'est que c'est implicite dans ce que tu dis. C'est l'idée que l'idée que la guerre est nécessaire avec les Russes pourrait rebondir dans l'idée d'une éternité de la guerre, en fait, entre Européens. C'est ça. Je crois que les Américains nous ont collé l'idée que la guerre sans fin était inéluctable. Enfin, les précédentes administrations, en tout cas. Et donc, on vit avec l'idée que la paix est très difficile, qu'elle n'est pas concevable. Et qu'on doit... Mais là, on ne se rend pas compte qu'en restant en conflit avec les Russes, on laisse la guerre comme instrument intra-européen possible. Et ça donne ce que tu dis. C'est vraiment très intéressant. À cet égard, pour poursuivre, sur ce rôle peu enviable pour l'instant de la France, quels que soient tous les éléments qu'on a évoqués, il y a des évolutions profondes derrière le vide macronien, qui est sans doute le sommet de l'iceberg. On a les questions démographiques qui sont quand même le biais par lequel tu analyses les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces éléments? Tu en as parlé pour les États-Unis, pour la Russie. Où se trouve la France dans cette perspective? Oui, là j'ai fait un truc très intéressant pour mes copains de Fréquence Populaire sur la France. Je trouvais que c'était marrant de faire en décalé, alors que tout le monde s'agite sur la politique internationale, de dire qu'est-ce qui se passe en France. Et donc je fais le tableau d'une France au bord de la faillite, mais ce qui m'avait alerté, c'est l'évolution du taux de mortalité infantile français. J'ose pas dire que c'est mon indicateur fétiche, mais c'est
quand même ce que c'est. C'est-à-dire, je dois toute ma carrière à une utilisation correcte de la mortalité infantile. Rappelle-nous un oui, peu. Oui, oui. Non, mais j'aime pas faire le prophète de l'effondrement du système soviétique. Maintenant, on me reproche de le dire tout le temps, mais je l'ai quand même fait. Enfin, bon, quand même. Enfin, c'est des courses handicap où on ne doit pas rappeler ce qu'on a fait de correct dans l'existence. Bon, je trouve ça un peu dur. Mais en fait, j'avais, moi, ce qui m'avait permis de prédire l'effondrement du système soviétique, c'était deux choses. Un voyage en Hongrie, où j'avais vu que le communisme était mort dans la tête des jeunes de mon milieu, etc. Et puis j'étais rentré en France et j'avais farfouillé la bibliothèque de l'INED, Institut national des études démographiques, et j'étais tombé sur l'évolution du taux de mortalité infantile soviétique en général, et puis russe et ukrainien, et sans doute biélorusse en particulier. Et j'avais vu, alors qu'il baissait partout, une remontée entre 1970 et 1974, et puis ensuite un arrêt de publication, quelque chose comme ça. Et je me dis, la mortalité infantile, c'est la mort des plus fragiles dans une société. Mais la mortalité infantile, elle baissait à l'époque de Staline, hein, quand même, pour dire le niveau de sensibilité de l'indicateur. Et donc, j'avais l'impression d'avoir découvert la bombe atomique. Et j'avais une certitude. J'étais très fier. J'avais été interviewé par des gens sans doute de la CIA, déguisés en journalistes de la sélection du Reader's Digest, qui m'avait dit, et à partir de ça, qu'est-ce que vous avez comme source? Je dis pas beaucoup, hein. Moi je parle pas russe, je suis jamais allé en Russie, mais quand même la mortalité infantile, je sais pas. Et après la CIA a lancé des études sur la mortalité russe, hein, Feshbach. Puis il y a des traces, c'est évoqué dans un roman sur la CIA, enfin ça va atteint le cœur de la CIA. Donc c'est du sérieux quand même, hein, voilà. Et puis ça a marché surtout. Et puis ce que j'ai utilisé pour voir que la Russie était solide et que les États-Unis pas si solides que ça, c'est que, enfin si en 2023 le taux de mortalité infantile américain est remonté, hein, quand même un peu. Mais jusque-là, il baissait juste plus lentement qu'ailleurs, au point que le taux de mortalité infantile russe était passé sous le taux de mortalité infantile américain, à 4,9 ou un truc comme ça. Donc c'est préoccupant. Mais en France, on est tombé 3,5 et puis phase d'hésitation. Et là, les 4 dernières années, il est remonté à 4,1. Et nous avons découvert sous la statue de Napoléon, à la Roche-Guyon, là-bas, farfouillant, etc., que sous réserve de vérification, il n'est pas impossible, c'est un, comment on appelle ça quand on découvre un truc, c'est une découverte du soir, il n'est pas impossible qu'à l'heure où je vous parle, le taux de mortalité infantile russe soit passé au-dessous du taux français. C'est dire l'état de la France, en fait. C'est quand même de peu, mais au-dessous. Et donc, à partir de ça, j'en sais donc... Et la vérité, c'est que les symptômes de désagrégation de la société française sont très avancés. Ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Bon, il y a les désindustrialisations. Mais bon, maintenant, on est dans un pays où il y a plus de cadres que d'ouvriers, quand même, ce qui pose un problème de production. Hein, comme je dis, on a maintenant un pays qui a une structure d'armée latino-américaine. C'est pas bon. Mais pour répondre à ta question, la situation est assez grave. Mais honnêtement, j'étais scotché par si le taux de mortalité infantile russe passe au-dessous d'une autre, ça veut vraiment dire qu'on change d'époque. Enfin, c'est vraiment... Là, on est dans un basculement civilisationnel. Mais comment on peut l'interpréter, cette évolution de nos sociétés, plus globalement? Est-ce que c'est une américanisation de la société française, du système français, qui est pourtant souvent présenté comme l'antipode même Non, on n'est pas la même chose, mais si le monde de Trump, ou de post-trumpien, ou post-guerre, etc., ça va être un monde où on va plus pouvoir se... Il y a des tendances générales dans toutes les sociétés. Donc, par exemple, l'une des tendances communes à toutes les sociétés, c'est la nouvelle stratification éducative. C'est le fait que le caractère démocratique était assuré par l'alphabétisation universelle, a été remplacé par une société stratifiée où une proportion très importante des gens font des études supérieures. Donc, en France, actuellement, maintenant, Bac plus 2 et au-delà, c'est un tout petit peu d'études supérieures ou beaucoup, c'est maintenant 50% des 25-29 ans. Hein, donc, mais évidemment, il y a tous les autres. Donc ça produit
Et c'est partout pareil. C'est la même chose en Russie d'ailleurs, en fait. Donc c'est un truc qui est commun. Tout le monde ne fait pas d'études supérieures. Et donc ça donne des sociétés où c'est pas simplement que les gens qui ont fait des études supérieures se pensent supérieurs. C'est qu'ils peuvent vivre entre eux. Ils peuvent se suffire à eux-mêmes et développer des cultures séparées. Et là est l'origine de l'élitisme. Et en réaction à l'élitisme, on a le populisme. Et on a cette fragmentation qui existe partout, avec partout maintenant des baisses de niveau de vie qui assurent une montée des partis populistes. Ça existe partout d'une certaine manière. C'est une tendance générale. Mais la remontée des populismes, c'est la remontée des peuples. Et les peuples sont tous différents. Donc le monde d'après est un monde où il y aura des Français, des Allemands, autant ou plus que d'habitude. Et donc la France est la France. Et par exemple, l'évolution de la mortalité infantile française est spécifique. C'est-à-dire maintenant, on est vraiment plus mauvais que tout le monde en Europe. Je veux dire, il y a une exception française. Il y avait une exception démographique française positive par une fécondité élevée, qui était liée au statut des femmes, à l'état social, et au fait que les gens des classes moyennes n'avaient pas à payer les études secondaires et supérieures de leurs enfants. C'était l'état social des classes moyennes. Mais cette exception est tombée. Maintenant, on est tombé en France métropolitaine au-dessous de 1,6 enfants par femme. Ça, c'est tombé. Mais par contre, maintenant, on a l'exception de la mortalité. Et ce truc plus extraordinaire que j'ai utilisé pour cette émission, c'est que je pensais que la France était... Moi, je vivais un peu avec l'idée que je suis pas dans un mea culpa, mais dans une prise de conscience. Donc je percevais la France à l'intérieur du système occidental néolibéral comme un pays qui gardait un certain équilibre, en fait, qui gardait justement un état social. Ce qui est vrai en un certain sens. Je n'ai pas dit que c'était complètement faux. On n'a pas le sentiment de pulvérisation, d'atomisation sociale, de fragmentation comme en Angleterre. Cela dit, la mortalité infantile du Royaume-Uni n'est que de 3,9, hein, pas de 4,1. Et donc j'avais l'idée de un peu, il me restait un côté, bon, le néolibéralisme, c'est pas sympa, ça détruit tout, mais douce France quand même. On a toujours les gens les plus gentils et les plus beaux paysages. Hein, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et là, je suis dans une prise de conscience. Et alors, la mortalité infantile, ça n'est que le début de l'histoire. Donc, quand on lit le rapport sur la situation démographique de la France en 2024, on trouve un truc tout à fait étonnant. C'est que pour la mortalité aux âges jeunes, vous allez voir, je suis généreux puisque ça va jusqu'à 65 ans. Donc, ça comprend à peu près tout le monde dans la salle, sauf moi, sans doute. Eh ben, on n'est vraiment pas bon en Europe. Mais là où on est très mal classé, en fait, et avec des mortalités qui ne sont pas élevées en tant que mortalité, puisque c'est des tranches d'âge où on ne meurt pas trop. Mais là où la France surperforme, c'est après 65 ans. Et alors là, on est top de longévité. Sur l'espérance de vie à 65 ans, c'est vraiment bien en France. Et donc on arrive à cette idée que les déséquilibres, les problèmes d'avantages économiques aux personnes âgées ou retraitées sont en France c'est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Et pour moi, c'était une révélation parce que je parle souvent ou beaucoup de gens parlent souvent de sociétés gérontocratiques. Partout, le nombre des retraités dont je suis augmente. Une partie de plus importante des ressources sociales partent vers les vieux plutôt que vers les jeunes. Homo sapiens ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas transmettre aux vieux. Une société qui transmet aux vieux est une société qui n'a pas beaucoup d'avenir. Ou plutôt un avenir qu'on connaît très vite, en fait. Mais je pensais, comme la population française, avec la forte fécondité antérieure, était moins vieille qu'ailleurs, on était. Maintenant, ça commence à augmenter assez vite, mais il y a une époque où on restait à 40 ans d'âge médian, à une époque où les Allemands devaient déjà être à 45, comme ça. Et je pensais que les sociétés les plus gérontocratiques, c'était les plus âgés. Les Allemands, les Italiens, les Japonais. Ben non, en fait, c'est la France. On est quand même un peu moins âgés. Il y a un paradoxe. Hein. Donc les avantages relatifs à la vieillesse, c'est la France qui est top niveau.
C'est la France, la société la plus gérontocratique du monde occidental. Il faut réfléchir là-dessus. Et alors que nous pensais plus équilibré, en fait, on s'avance dans une situation où la France apparaît comme un pays extrémiste. Hein? Enfin, on reste celui où il y a le moins d'obésité quand même. Mais peut-être c'est parce que les gens âgés se surveillent, ont le temps de faire de la gymnastique. Je ne sais pas. Il faut réfléchir à tout. Enfin, je suis un peu en état de choc à partir de ces paramètres démographiques. Parce que autant on peut se raconter des histoires avec des paramètres économiques, prenez un indice des prix bidon, enfin, vous racontez n'importe quoi, mais quand même, les paramètres démographiques, on ne peut pas mentir. Hein. Ça va plus profond et puis ce n'est pas falsifiable. Tout ce qui naît doit mourir. Ça crée un principe de cohérence interne qui rend un truc assez fiable. Est-ce que et donc ouais. Pour répondre, l'agitation de nos élites, de Macron, etc., c'est une façon de fuir cette réalité qu'ils sont censés gérer et qu'ils ne peuvent pas gérer parce que la France n'a pas de souveraineté. Donc on débat des retraites dans des termes ingérables. Parce que le problème, ce n'est pas de décider à quel âge on va partir à la retraite plus tard, de problèmes d'affectation, de lignes budgétaires. Le problème, c'est de savoir si on va encore produire quelque chose pour, je dirais, abonder ces retraites en termes réels. Ben, je crois qu'il nous reste à remercier Emmanuel Todd pour ce débat. Merci à toi. Et pour ce débat très riche et ces réflexions très stimulantes. Et encore bravo. Je profite du micro simplement pour vous rappeler le concours du mois des conférences. Donc là, on était à l'avant-dernière et il nous reste dans 2 semaines la dernière échéance pour la nuit de la géopolitique. La trame va bientôt sortir et je vous encourage à la regarder vivement et puis au plaisir de vous retrouver donc, pour la nuit de la géopolitique. Merci encore. Au revoir.